Bonjour, je suis Malika et je vous souhaite la bienvenue sur la chaîne Bistrot littéraire. Bistrot littéraire est un podcast qui s'intéresse à la vie singulière de gens extraordinaires. Des gens qui peuvent être auteurs de livres, bergers, hommes, femmes politiques, prêtres, professeurs, chefs d'entreprise, demandeurs d'emploi, hommes ou femmes au foyer. Mais tous ont ce point commun, celui d'être porteurs d'une histoire. Ce qui fait que ces personnes se ressemblent et se distinguent à la fois les unes des autres, c'est qu'elles sont chacune habitées par une puissance de vie au cours de laquelle un événement particulier, marquant, original, s'est inscrit sur leur chemin de vie. Et elles ont accepté, pour vous, pour nous, de dévoiler et de partager ce passage, cet instant, cette expérience qui fait de leur vie un chemin extraordinaire. Parce qu'un proverbe africain nous dit « Un homme qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle », alors, au bistrot littéraire, nous avons fait le choix d'accueillir la finitude de tout un chacun. Et allons donc chercher ces bouts d'histoire extraordinaires qui se cachent dans la bibliothèque intérieure de chacun. Tous les jours, tout près de chez nous, des histoires de vie se déroulent. Des vies se font, tandis que d'autres se défont. Des vies qui rencontrent, croisent, voire évitent nos chemins de vie. Ces vies qui s'imposent à tous, ou ces vies qui passent inaperçues, et qui, malgré tout, nous marquent. Non pas parce qu'elles nous ont approchés de trop près, mais parce qu'elles nous ont touchés directement. Ces vies sont celles des écrivains, qui écrivent leur vie, qui tracent des vies fictives, des vies réelles, des vies belles, comme des vies tourmentées. Et parmi ces vies, il y a celle de Jacques Casmode, qui nous fait ce soir l'honneur de sa présence. Si je devais vous comparer à un animal, au vu de la lecture de vos livres, je choisirais le chat. Pourquoi le chat ? Car il avance avec une totale discrétion. Il nous surprend, nous étonne, nous amuse, nous chahute, nous réveille lorsque l'on fait le choix de se mettre au repos. Et c'est ce que l'on retrouve dans vos livres, toutes les caractéristiques du chat que vous avez posées dans vos histoires. Mon cher Jacques, comme le chat, vous avez 7 vies, ou du moins vous avez écrit 7 vies. Et si vous me le permettez, je voudrais citer les titres de ces différentes vies. Ces différents livres. En 2016, vous avez écrit « Le jeune homme à la poussette », qui est un livre autobiographique. 2017, « L'enfant de l'Hôtel-Dieu ». 2018, « Les méandres du destin ». 2019, « Le sablier de la vie ». 2020, « La violoniste et la résistante ». 2022, « Coccinelle envole-toi ». 2024, « Le journal intime oublié ». En 8 ans, symbole du 8, l'infini, vous avez fait vivre 7 histoires où des vies se croisent, s'entremêlent, se perdent, se gagnent, se lient, se lisent. Depuis 2007, vous vous êtes jeté à corps perdu dans l'écriture. Jacques Casmode, avant d'aller plus loin, pouvez-vous nous dire qui vous êtes ? Bonsoir Malika, merci déjà de m'avoir invité à ce bistrot littéraire. C'est tout nouveau pour moi. Merci également à toutes les personnes présentes.
Alors, donc je me présente Jacques Casemode, je suis né en août 1942 et il n'y a donc pas d'âge pour commencer de nouvelles expériences. Alors, je suis le troisième enfant, enfin, une troisième d'une famille de 6 enfants et d'après mes frères et sœurs, le plus romantique. Donc, alors, depuis ma plus tendre enfance, j'ai souffert d'une timidité maladive qui me qui m'a permis de me retrancher un peu dans l'écriture. Enfin, au départ, après l'adolescence, c'était dans des poèmes ou des chansons. C'était l'époque des yéyés, et donc je m'amusais avec ça. Ensuite est arrivé le service militaire, où là j'ai rendu service à des copains pour écrire des lettres d'amour sur lesquelles ils séchaient. Donc ça me donnait un petit peu de reconnaissance par rapport à ce que je faisais. Et puis j'ai oublié qu'au lycée aussi, j'écrivais donc des rédactions ou des dissertations pour des amis qui étaient en panne sèche aussi, ce qui m'a permis de me définir un peu dans ce domaine, quoi. Mais sans pour autant penser à écrire des romans. Enfin, il y avait une tentative quand même avec un ami, mais écrire à deux, c'est pas évident. Donc ça a capoté, ça n'a pas marché, et donc j'ai tout laissé tomber. Et toute ma vie, ensuite, j'ai pas osé me lancer justement dans l'écriture de romans ou de choses comme ça, parce que je je voyais pas, enfin j'avais un blocage par rapport à ça, quoi. Et donc je disais qu'au fil des années, je me suis donc tourné vers l'écriture. Et ensuite, bon, je suis parti au service militaire. Donc là, c'était ensuite je suis rentré, j'ai fait toute ma carrière dans un groupe qui qui fabriquait des emballages carton. Et donc j'ai eu une vie professionnelle assez linéaire, quoi. Il n'y a pas eu de problème de ce côté-là. Beaucoup moins que du côté de mon itinéraire sentimental. Puisque je pourrais comparer ma vie à un film qui est sorti à une époque qui s'appelait quatre mariages en enterrement. Moi, ça serait plutôt 2 mariages, un enterrement et un Pax. Donc, c'est vrai que j'ai eu beaucoup de déboires dans ma vie. J'ai perdu une compagne à l'époque qui est morte d'un cancer, mais malgré tout, je suis assez fier de ce que j'ai fait à l'époque parce que euh, je savais qu'elle était malade déjà, et j'ai vécu avec elle jusqu'à la fin pour l'accompagner et lui apporter justement un réconfort dans les derniers mois de sa vie, quoi. Donc je suis assez fier de ce que j'ai fait de ce côté-là. Ensuite, bon, j'ai rencontré Marie-Claude, qui s'est présente, et nous sommes ensemble depuis 30 ans déjà. Donc, si ma vie n'a pas été un long fleuve tranquille, maintenant je navigue quand même sur des eaux un peu plus calmes, disons. Eh bien, quand je suis parti en retraite, j'ai ma femme travaillait encore, donc je me suis investi dans un conseil municipal à Mondragon. Donc j'ai fait deux mandats, un de 7 ans et un de 6 ans à l'époque. Et puis donc ensuite, c'est là que j'ai peut-être eu le déclic, enfin écrire. Mais en partant, au départ, je voulais seulement faire mon autobiographie. Comme j'ai pas eu la chance d'avoir des enfants, c'est un gros problème pour moi. Ça m'a suivi toute ma vie. En plus d'être timide, j'avais déjà donc encore un plus ce, comment dire. Vous n'avez pas goûté aux Voilà, joies et voilà. aux nuits blanches de la paternité. Aussi, oui. Voilà. Les biberons à 5 heures du matin, etc. Voilà. Et alors justement, pour revenir à l'écriture, finalement, l'écriture, c'est pas quelque chose de nouveau pour vous, hormis l'écriture de romans, parce que finalement, depuis tout jeune, vous écrivez, puisque vous avez Oui, écrit pour les copains oui, voilà, oui. des lettres d'amour qu'ils envoyaient à leur chair et tendre. Oui, Et c'est vrai que c'est toujours plus agréable de recevoir une lettre bien écrite qu'une lettre douteuse. Donc, vous avez été un peu le porte-plume des oui. copains.
Mais le roman, finalement, je vois que votre premier roman, hein, qui est autobiographique, Le jeune homme à la poussette, il date de 2016, donc il a 8 ans. Oui, bah, je l'ai commencé en 2014. Donc j'ai voulu faire cette autobiographie pour laisser une trace justement de mon passage sur Terre. Et mais je pensais pas faire des romans après. Et alors justement, ce premier roman, cette première autobiographie, euh, on sait, on entend souvent dire que lorsqu'une personne écrit une autobiographie, elle parle d'elle, mais elle parle aussi de son environnement familial et autres. Oui, Comment a réagi votre famille, puisque vous êtes enfant, troisième d'une oui, fratrie de oui, 6 oui. enfants? Comment ont réagi vos frères et sœurs lorsque Eh vous leur bien, avez annoncé que vous aviez écrit votre histoire, donc un bout de la leur? ils ont été curieux, voilà. Hein. C'est vrai que c'était partagé. Certains n'ont pas trop apprécié que je me dévoile comme ça dans un livre, et pour diverses raisons. Parce qu'en fait, je parlais surtout de moi. Bon, jusqu'à l'âge de la fin de l'adolescence, bien sûr, il y avait des passages qui étaient communs, mais où je dis rien de spécial sur eux, quoi. Mais bon, donc ça a acheté un petit froid quand même, parce que disons que ça n'a pas été apprécié par tout le monde, disons. Mais bon, maintenant c'est passé parce que une de mes sœurs qui m'a dit, ben, parce que quand je lui ai dit que c'était en vente sur Amazon, à la Fnac et tout, elle a paniqué en disant, on se rend compte, on va savoir des choses sur moi et tout. Enfin, alors que j'étais pas rentré dans les détails pour elle. Par contre, pour moi, je m'étais mis vraiment à nu, quoi, disons. Peut-être un peu trop pour certains, quoi, mais bon. Et alors justement, ce premier roman Oui, autobiographique va vous permettre d'apprendre à vous dévoiler oui, et de ce fait, vous allez trouver l'inspiration pour écrire 6 romans par oui, la suite, oui. chaque année. Euh, j'ai cité les dates 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2024. Je crois que Amélie Nothomb et Gounel ont toutes les raisons de s'inquiéter parce que là, ils ont un vrai concurrent Oui. qui arrive sur le marché du Ouais. livre. Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont vos sources d'inspiration Eh pour écrire bien, autant de livres? Et je dirais autant de livres et autant de pages, hein. Ce ne sont pas des romans de 50 ou 60 pages, on est à 200, 260 pages en oui, moyenne. Hein, oui. donc, Tout dépend voilà, des tout dépend caractères des... d'écriture. Et Eh alors bien, donc cette inspiration, disons, bon, déjà je vais revenir à mon autobiographie, parce que le titre peut étonner, Le jeune homme à la poussette. En fait, il s'agit de moi, parce que c'est moi qui suis en photo la sur la couverture. couverture. Donc j'avais 13 ans à l'époque, avec ma dernière petite sœur qui en a 69 maintenant, quoi. Donc, D'accord. pourquoi l'enfant à la poussette? Non, le jeune homme à la poussette, c'est que comme j'étais timide et je voulais aller voir comme des copines à l'époque, c'était à l'adolescence, donc mais je disais à ma mère, écoute, tu habilles Catherine, tu lui mets sa petite robe jaune, et j'allais la promener dans la poussette. Ça me faisait une excuse pour passer devant chez la jeune fille, passer et repasser et tout. Et un jour, la mère de la jeune fille, elle a repéré mon manège, elle a dit à ses filles, tiens, il y a le jeune homme à la poussette qui est encore là. Donc c'est parti de là. Donc j'ai trouvé que c'était marrant de donner ce titre. Alors pour les autres, l'enfant de l'Hôtel-Dieu, alors là ça me touche particulièrement parce que j'ai appris il y a pas très longtemps, donc C'est votre deuxième livre, hein, deuxième, 2017, enfin, L'enfant de deuxième livre, mais l'Hôtel-Dieu. le premier roman. Oui. Et donc l'idée m'est venue comme ça parce que bon, j'ai appris par hasard, parce que j'ai une de mes nièces qui a fait des recherches généalogiques, et on a appris donc que mon arrière-grand-père avait été un enfant abandonné devant l'Hôtel-Dieu de la cathédrale de Chartres. Et j'étais tellement choqué de cette nouvelle, j'étais complètement démonté, quoi. Et j'ai voulu lui rendre hommage en écrivant une vie qu'il aurait pu avoir, mais de mon point de vue, quoi, uniquement. Et donc, il y a des choses vraies. La date de naissance est vraie, le jour de l'abandon est vrai,
Mais tout le restant, c'est une fiction. Oui. C'était ma manière de voir un peu ce. Et donc, c'est mon premier bébé, et donc j'étais vraiment, je l'ai écrit sous le coup de l'émotion. J'étais encore sous le coup de l'émotion, quoi. Et Le on la ressenti. ressent, et on la ressent bien, Oui, cette émotion dans votre écriture. oui, Hein, on sent qu'il y a une très grande sensibilité dans votre plume, hein, oui, dans la façon dont vous exprimez la situation, la description de cette jeune fille oui, qui, dans la douleur, vient déposer son enfant oui. euh, devant, enfin, dans cette cathédrale. Hein. Après la cathédrale, c'est au pied de la cathédrale. Ouais, À l'époque, l'hôtel-Dieu jouxtait la cathédrale. ouais, Et j'y suis retourné depuis, mais ça a été abattu depuis très oui, longtemps. Ils ont refait un hôtel-Dieu dans la ville, enfin hors de la ville, et parce ils ont voulu agrandir le parvis de la cathédrale. d'accord. Donc je voulais retrouver la trace, éventuellement le tourniquet et tout, mais non, j'ai rien retrouvé, quoi. Oui, en tout cas, ils sont très bien décrits dans le livre, hein, et parce qu'on vit la scène. Oui, Quand on voit cette jeune fille qui dépose cet enfant, on imagine le temps, il fait froid, il pleut, oui, il fait nuit, on est en bah oui. pleine nuit, en plein Oui, milieu de la nuit. l'heure est vraie aussi, hein, parce que Oui, euh, quand ils ont emmené le bébé à la mairie pour lui donner un nom, avec 2 témoins, c'est bien spécifié que c'était dans la nuit à 1h30, 1h03 du matin, quoi. Donc c'était vraiment et alors, en espérant de ne pas trouver de témoins, quoi. et quel va être le nom de famille de ce bébé? Eh bien, le nom de famille de bébé, c'est le mien. Donc mon nom, Casmode, est inventé par la mairie de Chartres parce que on se retrouvait juste après Pâques, parce qu'il est né le 10 avril 1847. Et c'était proche de la Saint-Quasimodo. Et donc, on suppose qu'ils ont francisé Quasimodo en mettant Casmode. Donc, D'accord. ça fait un drôle d'effet quand on apprend ça. J'avais de quoi être choqué, quoi, disons. Hein. Oui, Comme mes frères et sœurs, d'ailleurs. Mais peut-être moi encore plus que parce que vous êtes le peut-être trop sensible de sensible. la famille. Voilà. Et quand j'ai appris ça, je suis arrivé en pleurs devant ma femme. Elle dit, mais qu'est-ce que t'as? Et donc, Ouais. voyez, rien que d'en parler, Ouais, ça et vous pourtant, émeut. ça remonte à plus de 10 ans, quoi. Donc, Ouais, c'est, donc, d'apprendre que son nom était inventé comme ça, ouais. alors qu'on se posait des questions dans la famille, on se disait, tiens, c'est peut-être d'origine espagnole ou autre, enfin, bref, Ouais. mais non, on pensait surtout pas que, alors, j'aurais pu avoir des indications par mon grand-père, mais j'ai pas connu mon grand-père non plus. Hmm. Donc, il y a eu un fossé entre les générations, entre mon grand-père et puis la vie actuelle, quoi, disons. Donc, Hmm. c'est pour ça que j'ai fait avec ce que j'avais comme renseignement, mais j'ai dû, mais c'est venu assez vite. Hein. Je l'ai écrit assez vite, donc D'accord. sous le coup de l'émotion, effectivement. Voilà. Et alors justement, là vous avez quand même, on peut pas rentrer dans le détail hein, de Ah non, bien chaque sûr. Hein. livre, Hum. mais je dirais ce que j'ai la curiosité de savoir, c'est dans quelles conditions vous écrivez. On entend certains écrivains qui disent moi je pars m'isoler pendant des semaines en bord de mer ou Oui. m'isoler dans une chambre d'hôtel ou je pars à l'étranger ou je vais m'isoler à la montagne. Comment vous écrivez? Quelles sont vos conditions Là, d'écriture? effectivement, j'envie ceux qui peuvent faire ça, de partir 15 jours ou un mois quelque part et puis pour être tranquille pour écrire, mais c'est pas mon cas. Moi, j'écris à la maison. Euh, À Mondragon? oui, donc Hein? oui, à Mondragon. Et dans la salle à manger, parce que souvent ma femme est sur son bureau, donc sur l'autre ordi, donc on se partage les. Alors je ferme les portes, je débranche le téléphone et j'essaie de débrouiller avec ça, mais c'est pas toujours facile, quoi. Parce que quand j'écris, bon, j'écris déjà sur un cahier, moi, à l'ancienne. Et je sais qu'il y a beaucoup d'écrivains qui font ça encore. Mhm. Moi, je suis pas du genre à taper directement sur l'ordi, donc j'écris sur le cahier où je raye, je mets des ajouts, je remets des petits bouts de papier, je recollecte des scotch et tout, je bricole tout ça, et seulement après, je, je le mets sur ordi avec un logiciel de dictée, quoi, Mhm. mais qui est pas toujours fiable, il faut faire attention. Mhm. Et, et donc là, après,
je relis plusieurs fois aussi. Et quand c'est à peu près correct, je le fais lire à ma femme, c'est ma première lectrice. Donc là, elle me donne ses idées, ses réflexions, s'il y a des choses à modifier des choses, ou des doublons, ou des choses comme ça, ou des répétitions qu'on ne voit pas toujours, parce que même en lisant 5-6 fois un texte, on passe des fois à côté on le connaît trop et on passe à côté de petites erreurs, quoi. Et justement, alors, puisqu'on a le regard Oui, d'une dame oui, dans vos livres, une chose qui m'a interpellée dans vos différents livres, c'est que la famille est souvent au cœur de vos romans. oui, Cette famille, c'est la famille qui unit, la famille qui protège, mais aussi ces familles qui volent en éclats. C'est ce qu'on découvre dans vos livres. oui, Ces familles qui sont exposées aux affres de l'histoire, puisqu'on les voit évoluer de la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui. oui, Ce sont des familles qui se révèlent au supplice de l'injustice, portées par la douleur du rejet, les déchirures de l'abandon, la famille qui parfois se reconstruit. Mais au-delà de la famille, c'est la femme que vous mettez à l'honneur. Et tantôt, ces femmes sont aimées, parfois elles sont trompées, bafouées, égarées, amoureuses, respectées, voire portées au nu. Et on a l'impression qu'il y a une patte de femme, ou en tout cas quelqu'un qui connaît très bien les femmes pour en parler de façon si précise et dans leur façon de communiquer entre elles. oui. On lit des discussions de femmes qui ne peuvent être comprises que par des femmes elles-mêmes ou par des hommes qui connaissent parfaitement les femmes. La femme occupe une place essentielle dans vos romans. Comment pouvez-vous nous expliquer cela? Peut-être par un côté féminin qui ressort, je sais pas, mais bon, je pense que je connais bien aussi les femmes pour avoir vécu à 4 d'entre elles. Donc ça me donne une expérience quand même assez importante. Mais c'est vrai que je mets beaucoup la femme en avant et sans avoir la capacité d'écrire de Jean d'Ormesson, j'ai un point commun avec lui, c'est que j'ai une fascination pour la femme en général. Donc ceci explique peut-être cela. Donc j'aime beaucoup raconter des histoires de femmes et d'enfants aussi, mais je trouve que c'est un sujet inépuisable. Et donc, puis ça m'amuse, puis je me sens bien dans ce domaine. D'accord. Donc, Et justement, si on regarde les couvertures de vos livres, oui. eh Bah bien, oui, il y a souvent des femmes. oui, il y a quasiment que des femmes. Oui. J'ai pas fait exprès, mais ça ressort inconsciemment. Alors, Jacques, dans vos romans, Oui, vous invitez le lecteur au voyage dans l'espace et dans le temps. Le lecteur vit des grands événements de l'histoire, depuis la fin du XVIIIe siècle jusqu'à aujourd'hui, que ce soit en France, en Allemagne, en Espagne, en Indochine. oui. Est-ce que vous visitez les lieux? Est-ce que vous faites des recherches documentaires, géographiques, historiques, avant d'écrire un roman? Bien, disons que, par exemple, pour l'enfant de l'Hôtel Dieu, j'ai quand même travaillé un peu le sujet pour savoir un peu comment ça se passait à l'époque, quelles étaient les industries en pointe à l'époque, etc. C'est pour ça que ça se passe dans des tanneries. Il y a beaucoup de tanneries au bord de l'Eure et tout. Donc, je me suis documenté sur tout ça pour placer mon histoire justement dans ce domaine, quoi, disons. Et sinon, pour les méandres du destin, je me suis inspiré de mon père qui était militaire de carrière, donc, et qui a fait la guerre d'Indochine. Donc, étant petit, quand il est rentré, et il nous racontait un peu des anecdotes de là-bas et tout. Donc, on buvait ses paroles parce que pour nous, c'était exotique, hein. On voyageait pas comme maintenant, c'est dans les années 50, hein. Et donc, il nous racontait tout ça. Il parlait, par exemple, de la rivière des parfums à Hué. Donc, moi, dans mon imaginaire, je voyais une toute petite rivière, avec des immondices qui jonchaient partout et tout. Mais là,
j'ai eu la chance de faire un voyage donc avec mes frères et sœurs sur les traces de notre père. Et donc, nous sommes allés à Hué. Et donc, inconsciemment, je regardais s'il n'y avait pas des enfants des personnes qui me rassemblaient. Et donc, comme mon père était quand même 3 ans là-bas, quasiment. Et donc, je me suis inspiré de tout ça. Donc, D'accord. Donc il y a beaucoup d'imaginaire aussi, voilà. hein, dans ces voyages que vous décrivez, dans ces Oui, pays, dans ces environnements. voilà, oui. Hein. Donc, on voyage beaucoup. C'est vrai que dans Coccinelle en Vautois, on va, on va en Inde. Bon, je connaissais le sujet parce que je suis allé aussi. Et je profite de mes voyages pour faire partager, effectivement, parce on parle mieux d'un lieu quand on l'a fréquenté. C'est certain. Donc, Et oui, justement, bon, là on a, je dirais, une écriture quand même très prolifique. Si vous deviez choisir parmi l'un de vos livres, lequel résonne le plus en vous? Lequel vous préférez? On peut avoir une préférence pour un livre au même titre qu'on se dirait, on s'interdit en tout cas de dire j'ai une préférence pour un enfant, pour oui, tel ou tel oui. enfant. Est-ce que là, Ah, c'est possible pour vous? ben le premier a une importance capitale pour moi. C'est vrai que donc j'ai tendance à aller vers celui-là, même s'il y a peut-être quelques imperfections dues à un premier roman. Ça arrive. Hein. C'est vrai que j'aime bien. Enfin, quand j'ai fini un livre, je suis content d'avoir fini. Et quand l'histoire me plaît, bon ben je veux pas voir plus loin. Quoi, disons que euh, la violoniste à la résistance, j'aime bien aussi parce que bon, c'est tout un cheminement. C'est vrai que l'histoire de deux femmes comme ça qui est totalement différente et tout, donc je me suis régalé justement à écrire tout ça, quoi. Donc là, on voyage aussi, pas forcément dans les coins très amusants, comme à Auschwitz et tout, mais bon, c'est-à-dire que... Mais tous mes romans ont un point commun, ils se terminent toujours bien. Je vais avoir des choses des histoires qui se terminent mal, donc je m'arrange toujours pour trouver quelque chose qui adoucisse la fin, quoi. Et on ne dévoile surtout pas les fins, même Non, si non, elles non. sont positives, Oui, oui, hein, parce que ça incitera les lecteurs oui. à venir D'accord, oui, découvrir, bien hein, sûr, oui. vos, Mais bon, vos oui, il textes. se passait tellement de choses que des non-dits, bon, il y a beaucoup d'histoires d'amour, des non-dits, et des trahisons, tout ça. C'est Hmm. tellement mélangé que c'est pas facile à raconter de toute façon. Oui, oui, Donc, oui. Et puis il y a vraiment des histoires tellement différentes les unes des autres, oui, mais on reconnaît, une fois qu'on a lu plusieurs de vos livres, on reconnaît une plume, hein, on reconnaît oui. une Bah, identité, je vais dire scripturale, oui, qui fait que si on lit un quatrième, on va se dire, ah, ça c'est la plume de Jacques Casemode. c'est possible, parce que bon, Voilà. on peut pas, Non, mais c'est- même en changeant de sujet, on peut pas changer son style entièrement. C'est vrai que ça revient toujours. Hein, il y a pas de. Mais c'est vrai que quand j'étais jeune, je faisais des rédactions, les instituteurs étaient fous parce que bon, moi j'avais toujours plusieurs doubles pages et ils passaient un temps fou à me corriger et tout. Donc moi j'avais la satisfaction que ce soit à l'école primaire ou au lycée, il y avait encore à l'époque des distributions de prix. On faisait toute une cérémonie à l'époque. Hein, maintenant c'est tombé en désuétude tout ça. Mais là j'étais premier en français et en sport. Voilà. ah bah Parce voilà. que je courais pour le lycée et tout, donc j'avais les deux casquettes, quoi. Deux activités complémentaires. Voilà, mais Hein? c'est ce qu'on dit. Un cerveau bien irrigué, mais Voilà. c'est vrai. Alors, est-ce que là, vous êtes finalement au septième livre, hein, en 2024, cette année, hein? Oui. 7, le chiffre divin. Est-ce que vous osez l'infini avec un huitième projet de livre? Bah, des projets, j'en ai toujours, mais bon, on peut avoir des idées, mais il faut avoir assez de matière pour faire un livre aussi. Ouais. C'est ça le plus dur. Donc, je réfléchis des fois. Quand je me réveille des fois la nuit, je pense, tiens, ça pourrait être une idée de roman, mais bon, c'est pas toujours facile, quoi. Donc j'en ai plusieurs en vue, mais je sais pas encore comment je vais changer un peu le style, voir un peu si on reconnaîtrait justement ma plume en changeant carrément, parce que là c'est de la romance quand même, enfin du romantique
historique ou actuel, quoi, mais disons que je sais pas si, enfin, moi je pense que le style restera, même si je fais de la science-fiction, enfin pas la science-fiction parce que c'est pas mon truc, mais de, du fantastique ou du policier, je pense que il y aura forcément des histoires sentimentales dedans, quoi. D'accord. Ça, c'est le trait de personnalité qui ressort. Oui, bah, Hein. je pense, oui. Alors, pour donner un avant-goût de vos textes, est-ce que vous seriez d'accord pour nous lire un passage d'un de vos livres de votre choix et de permettre aux Oui. personnes qui sont présentes aujourd'hui avec nous de découvrir cette plume, de découvrir un bout d'histoire. Et Avec plaisir, oui. écoutez, si Oui, vous bon, voulez bien choisir un texte bah, de votre choix et nous faire j'ai, découvrir ça. c'est mon enfant préféré, quoi. Ah ben voilà, c'est le premier. C'est le premier, voilà. C'est vrai, Vous faites deuxième quand on comme c'est arrive le à se deuxième. faire, parce que mon autobiographie, elle a été éditée à compte d'auteur. Donc, il a fallu que je paye une certaine somme pour l'éditer. Mais celui-ci, il a été édité gracieusement par l'éditeur. Donc, c'était mon premier roman édité, en fait, quoi. D'accord. Parce que je compte pas ma biographie comme un roman, même si c'est le roman de ma vie, quoi. Mais alors, ça se passe dans le début du livre, donc vous avez compris, de toute façon, c'est l'histoire d'abandon d'enfant, donc Alors là, c'est un extrait de de L'enfant de l'enfant de l'Hôtel l'Hôtel Dieu, Dieu. voilà. On est à la page 9, 6, 6. 6. Vous l'avez à l'envers, là. Alors, cette personne inconnue avait l'air bouleversée. Que faisait-elle là, seule, à 1h30, par ce temps n'inspirant guère à la promenade? Elle paraissait fatiguée aussi bien moralement que physiquement. Sa démarche hésitante et ses gestes d'automate en disaient long sur sa forme physique ainsi que sur son état d'esprit du moment. À cet instant précis, elle se posait d'innombrables questions et revoyait en accéléré les dernières heures qui l'avaient amenée là. Elle récupéra prestement un des sabots qu'elle avait perdu dans sa précipitation à éviter le véhicule, puis repartir vers le but de sa balade nocturne, tandis que la calèche continuait son chemin en s'éloignant bruyamment. Le mystérieux personnage s'approchait maintenant de cet édifice imposant, dans lequel il s'apprêtait à accomplir un acte douloureux et surtout irréversible. Des gouttes de pluie se mêlaient aux larmes de cette silhouette dont on apercevait maintenant le visage. C'était une très jeune fille qui cachait sous sa cape un ballot bien emballé dont nul ne pouvait deviner le contenu. Elle ne supportait plus cette situation qu'elle subissait plus qu'elle ne l'aurait voulu. Il fallait que ça cesse au plus vite. Une faible lueur éclairait l'entrée de ce lieu dont elle espérait beaucoup. Elle souhaitait enfin trouver une solution définitive à son mal-être. Elle déposa tendrement ce berceau improvisé dans le tourniquet prévu à cet effet, à l'abri de la pluie et du regard. Elle se pencha ensuite longuement sur le nourrisson endormi, blotti dans sa couverture, et posa doucement ses lèvres sur le front. Des larmes glissèrent du visage de l'adolescente sur les joues du nouveau-né, qui ignorait, à cet instant, que son destin basculait à jamais. La tour de l'Hôtel Dieu paraissait déserte. Cet endroit, elle le connaissait de réputation, car il était très courant d'y retrouver des bébés laissés au bon soin des sœurs, par des mères souvent désemparées ou parfois sans aucun scrupule. Ils étaient donc ensuite tout naturellement recueillis par ces femmes qui, quoiqu'infirmières, n'en étaient pas moins d'abord religieuses. À ce titre, elles étaient donc censées aider et secourir les plus démunis en les assistant dans leurs nombreux malheurs quotidiens. Elle était comme aimantée par ce qui était le fruit de sa chair. C'était, quoi qu'il arrive, sa propre création. Elle avait senti se développer en elle avant de le mettre au monde, mais refusait d'aller au-delà de cette limite. Cela représentait un engagement moral au-dessus de ses possibilités actuelles. Néanmoins, une force invisible bouleversait son esprit en la faisant encore hésiter. Elle devait puiser en elle tout le reste de courage dont elle se sentait encore capable et oublier un instant la voix de sa conscience. Enfin, elle trouva l'énergie nécessaire pour détacher ses mains du couchage très rustique dans lequel dormait son enfant. Elle fit tourner le cylindre métallique dans la paroi de l'épais mur, afin que l'ouverture se retrouve à l'intérieur du bâtiment. Elle se releva ensuite à regret, en tournant très vite la tête par honte, espérant que personne n'ait été témoin de cette scène pathétique, puis elle s'éloigna rapidement. Donc, On est au tout début du livre. voilà, oui. Et
pour les plus curieux, le démarrage peut paraître très sombre, mais au fil des pages, la lumière apparaît. Et donc, voilà, je vous invite à découvrir ce magnifique roman qui m'a beaucoup touchée, qui m'a bouleversée. Donc, en conclusion, mon cher Jacques, parler de 7 livres et des vies qui les animent est un défi difficile à relever. C'est pourquoi j'ai fait le choix de privilégier une rencontre avec vous, Jacques Casemode, auteur prolifique, bâtisseur de réflexion, architecte de la pensée, édificateur d'histoires de vie ou encore initiateur de récits. Vous lire, Jacques Casemode, c'est prendre un chat dans ses bras et passer le risque et prendre le risque d'une nuit blanche. Parce que, comme pour un chat, vos livres réclament de l'attention, de la présence, provoquent de l'agitation, de l'amusement, pour nous offrir le doux ronronnement de vie singulière, mais aussi extraordinaire. Certains me diront « Et comment fait-on lorsque l'on est allergique aux chats ?» Eh bien, je leur répondrai que l'on peut être allergique aux poils de chat, mais que la science ne reconnaît aucunement l'allergie au livre de Jacques Casemode. Bien au contraire, une dépendance s'installe et lorsque l'on attaque et que l'on en attrape un premier, tous les autres suivent. Et lorsque l'on a lu tous les livres de Jacques Casemode, on se pose une question, à quand le prochain? Je vous laisse le mot de la fin, si vous voulez bien. Oui, ça va être difficile après tant de compliments, mais je vais encore citer Jean d'Ormesson, qui a écrit un roman qui s'appelle « Je dirais que malgré tout, ma vie fut belle ». Et je crois que je peux me l'approprier aussi parce que j'ai eu une vie mouvementée, mais tellement belle quand même que je ne peux qu'apprécier, quoi, disons. Donc vous avez eu une vie belle, il ne reste plus qu'à la continuer. Voilà, tout à fait. Merci Et à vous. c'est moi qui vous remercie de m'avoir accueilli. Merci de ce temps que vous nous avez consacré.